l'amour courtois, on appelle le roman de la rose, parce que la rose, c'est la personnification de l'amour divin chaste, de l'amour humain chaste, mais aussi de l'amour divin, et puis le labyrinthe dans lequel l'âme circule pour parvenir à Dieu. Et donc, la grande rose de vitrail de Notre-Dame, qui est exceptionnelle du point de vue du travail du vitrail, va aussi solliciter énormément l'imaginaire, l'admiration, et va faire partie des grandes admirations très anciennes sur Notre-Dame, là depuis le Moyen-Âge. Mais ça, finalement, il y a très peu de religieux. Moi, je m'attendais à des rituels religieux particuliers dans la cathédrale. Non, là, on est déjà dans une rhétorique qui... Et parce que l'architecture, vous savez, Victor Hugo a dit, l'architecture, c'est l'écriture pour un peuple qui n'écrit pas. Donc, c'est pourquoi il pense que le livre va tuer la cathédrale, puisque du moment que les gens lisent, ils ne vont plus avoir besoin de cathédrale. Bon. Ça, cette analogie entre l'architecture et l'écriture est intéressante, c'est du Victor Hugo. Mais c'est vrai que, du point de vue de la signification spirituelle, la grandeur et la beauté de la cathédrale, c'est l'admiration, la gloire de Dieu. Et il y a tout un vocabulaire symbolique. Il y a par exemple un texte médiéval qui explique, même des choses, qu'est-ce que signifient les tours? Les tours, pourquoi est-ce qu'on les habille? Parce que les tours d'une cathédrale sont les prédicateurs et les prélats de l'Église qui constituent son rempart et sa défense. D'où cet aspect majestueux des tours qui domine la cité, la ville, la cité, et donc on monte au haut des tours de Notre-Dame pour regarder Paris. Hein, il y a un texte qui dit, d'ailleurs, Paris n'est beau que vu des tours de Notre-Dame, ça c'est Théophile Gautier qui le dit. Dès qu'on redescend, Paris revient à l'aile, et vue des tours de Notre-Dame, c'est magnifique. Il y a beaucoup de textes qui montrent la vue des tours, et ça c'est dit depuis le début. Donc ces tours, c'est parce que c'est la puissance de l'Église qui est symbolisée. Mais plus étonnant, il y a une symbolique du coq. Vous savez que dans l'incendie, le coq de Notre-Dame, qui était au haut de la flèche, on a cru perdu. C'était grave parce qu'il avait des reliques dedans. Et puis on l'a retrouvé, ce coq, avec ses reliques. On s'est dit, pourquoi un coq? Est-ce que c'est parce qu'ils sont franchouillards, etc., le coq gaulois? Mais pas du tout. Le coq a une signification spirituelle. Alors là, c'est un texte aussi, c'est un texte du XIIe siècle qui nous le dit. Le coq, placé sur l'église, symbolise les prédicateurs. En effet, le coq veille dans la nuit profonde, divise les heures par son chant, réveille ceux qui dorment, annonce le jour qui approche, mais d'abord s'anime lui-même à chanter en se frappant avec ses ailes. Aucune de ces choses n'est dépourvue de sens spirituel. De fait, la nuit et le siècle présent, ceux qui dorment sont les fils de cette nuit, couchés dans leurs péchés. Le coq représente les prédicateurs qui prêchent distinctement, réveillent ceux qui dorment pour qu'ils rejettent les œuvres des ténèbres et crient « Malheur à ceux qui dorment, lève-toi, toi qui dors ». Et donc, il y a toute une symbolique que le Moyen-Âge connaît, qui est racontée par les doctes, enfin les clercs, mais expliquée au peuple. Voilà. Et donc, là aussi, la symbolique de la rose en vitrail, la symbolique des tours, la symbolique du chevet, du cœur, le placement du chevet est tout à fait codifié, comme aujourd'hui le chevet. On ne tourne pas le chevet n'importe comment. On le tourne d'une certaine façon pour des raisons religieuses. Voilà. Donc, pour les contemporains, la cathédrale dit les choses. Elle raconte, ce sera dit aussi dans la légende des saints au XIXe siècle, hein, elle raconte la gloire de Dieu, la gloire de l'Église, mais elle raconte aussi la religion. Voilà. Donc l'admiration pour l'architecture est inséparable du sentiment religieux. Donc la flèche maintenant, elle existait, n'existait pas ou c'est une invention? Il y avait une flèche. Il y avait une flèche. Qui a disparu au XVIIe siècle. C'est le lien avec le siècle. Voilà, la flèche gratte le ciel. Il y a des textes aussi. Parce que je m'excuse, je trouve les tours très lourdes. Ah, mais parce qu'elles représentent la puissance des prédicateurs. C'est les prélats, c'est la puissance de nous, cet aspect massif, délibéré. Mais alors, l'élévation gothique, par contre, c'est l'ouverture à la lumière. La lumière, c'est aussi la flèche existait. La flèche existait. Il existait une flèche qui a disparu avant la Révolution et dont on n'avait pas de traces certaines. Elle n'était pas documentée, comme nous disons aujourd'hui. Il n'y avait pas de dessin. Il n'y avait pas de dessin, il n'y avait pas de proportion. Elle avait existé, elle s'est détruite toute seule. Elle s'est auto-détruite, c'est pas le résultat de la révolution, contrairement à la destruction. Voilà. Mais, donc du coup, Viollet-le-Duc a restitué une flèche, parce que la flèche, ça a aussi une signification spirituelle. Et donc,
c'est le lien avec le ciel. Pas oublier le symbolique du ciel, c'est la religion chrétienne. Donc c'est le lien avec le ciel, c'est le lien entre la terre et le ciel, entre le peuple des fidèles et le ciel. Et donc Viollet-le-Duc refait une flèche à son idée, puisqu'il n'y en a pas, mais il va tenter de faire un style gothique. L'idée de Viollet-le-Duc, c'est de faire une flèche gothique qui aille avec la cathédrale. Parce qu'il y a un très beau texte de Viollet-le-Duc sur l'attitude que doit avoir l'architecte dans la restauration. Il y a un texte qui est le projet de restauration, où il explique comment on doit se comporter dans une restauration de monument historique, quelle doit être l'attitude de l'architecte. C'est un texte qui est long? Non, mais c'est un texte qui est intéressant parce que, il ne faut pas le lire en entier, il est long dans son entier, mais il y a un passage qu'il faut absolument lire sur l'humilité de l'artiste, parce que Viollet-le-Duc parle de l'artiste, d'ailleurs il ne parle pas que des architectes, mais aussi des artistes décorateurs. Et c'est un texte dont je vais vous lire simplement un petit extrait, mais qui résonne avec ce que je dis en ce moment. L'artiste doit s'effacer entièrement, oublier ses goûts, ses instincts, pour étudier son sujet, pour retrouver et suivre la pensée qui a présidé à l'exécution de l'œuvre qu'il veut restaurer. Car il ne s'agit pas dans ce cas de faire de l'art, mais seulement de se soumettre à l'art d'une époque qui n'est plus. Sous peine d'être entraîné malgré lui dans les voies les plus dangereuses, l'artiste doit reproduire scrupuleusement non seulement ce qui peut lui paraître défectueux au point de vue de l'art, mais même, nous ne craignons pas de le dire, au point de vue de la construction. Donc cette idée qu'il faut se soumettre à l'art d'une époque révolue, et lorsque Viollet-le-Duc dessine sa flèche, dans son esprit, il fait du gothique. Et avec le recul, on n'est pas si éloigné que ça, enfin les spécialistes du gothique disent qu'il ne s'est pas trop trompé, il a réinterprété le gothique. Peut-être une question absurde. S'il réinterprète le gothique, il l'interprète, j'allais dire, en technicien, matériellement, ou il met aussi une intention religieuse? Quel est le rapport de Viollet-le-Duc avec Dieu ou avec la chrétienté? Ah bah, il est dans un siècle de renaissance religieuse, quand même, le 19e siècle, hein, c'est la deuxième partie du 19e siècle, il y a quand même un grand mouvement. Et lui-même est un architecte qui travaille sur le patrimoine religieux, il a travaillé sur toutes les églises, pas que, bien sûr. Il fait aussi de la grande architecture civile, mais il a été quand même extrêmement actif. Je vous ai dit qu'il a restauré le Pont du Gard, hein, le romain. Mais c'est quand même le créateur du métier d'architecte des monuments historiques. C'est lui qui crée le métier. C'est le père des architectes en chef des monuments historiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont avoir beaucoup de mal si on leur demande de tuer leur père. Donc il est donc celui qui fonde le métier d'architecte en chef, comme Mérimée et Vitet fondent la politique des monuments historiques. Quelques années avant. C'est postérieur à l'intervention des historiens de l'art, qui sont un peu Mérimée, qui représentent un peu Mérimée, et parce qu'il faut des architectes pour mettre en œuvre les projets des historiens. Mais avant le 19e siècle, le moment de la Révolution, qu'est-ce qu'elle représente Notre-Dame de Paris pour les révolutionnaires? Ils vont l'attaquer, ils vont essayer de la mettre en pièces. Ils la transforment en temple de la raison. Ah, oui. Vous savez, ça fait partie des lieux très importants de la Révolution. La Notre-Dame, mais il va y avoir du vandalisme, comme sur tous les monuments religieux, mais qui n'est pas pire. Il faut dire que le vandalisme des guerres de religion, qui a été souvent plus destructeur que le vandalisme révolutionnaire sur les monuments religieux. Mais donc il va y avoir ce double mouvement. On détruit sur Notre-Dame ce qui représente le fanatisme, la mauvaise pensée, etc. Et on reconvertit le lieu pour un autre culte, qui est le culte de la raison et le culte des... Parce que tuer Dieu, ça crée un vide, on le sait aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc il faut remplacer par quelque chose. Donc les révolutionnaires remplacent par des cultes révolutionnaires. D'ailleurs, c'est un des sujets de discussion entre Robespierre et les conventionnels. Robespierre n'étant pas favorable à l'établissement d'un culte de la raison, cherchant plutôt à rétablir un catholicisme compatible avec, disons, un christianisme compatible avec l'esprit révolutionnaire. Mais vous avez des partisans de l'établissement d'une nouvelle déité qui s'appelle la raison. Et donc il y aura des grandes célébrations où, par exemple, il y a des textes qui disent très clairement, par exemple, qu'on fait venir la déesse raison, qui est une jeune fille habillée de façon républicaine, qui remplace la Vierge. Puisque Notre-Dame est dédiée à la Vierge, donc la Vierge c'est pas bien, mais on va avoir une nouvelle Vierge qui va remplacer la statue de la Vierge.
Alors on casse beaucoup de statues, et en particulier c'est là où disparaît toute la statuaire du portail, en particulier par une erreur historique qui est la galerie des rois, qui sont les rois de Juda qui précèdent le Christ, est prise pour la galerie des rois de France, et donc ils sont tous décapités. Et les têtes disparaissent. On les retrouvera lors d'une fouille archéologique au XXe siècle, très récemment. Et donc Viollet-le-Duc va remplacer, avec des sculpteurs, tous ces rois disparus, tous ces rois de Juda disparus. Donc la galerie des rois que vous voyez aujourd'hui, c'est du Viollet-le-Duc plus des sculpteurs. En fait, c'est un très grand sculpteur qui l'a fait. Et là aussi, dans un esprit de restitution très respectueux de ce qui avait été une des grandes merveilles de la statuaire du portail de la façade de Notre-Dame, qui est une des victimes de la Révolution, née par une erreur. C'est pas le roi de Juda qu'on décapite, on croit décapiter la race des Capets, comme on appelle ça à l'époque, par une autre erreur qui pense que les rois bourbons sont décapités. Donc on arrive au XIXe siècle, au retour au bout du Moyen-Âge et au retour du christianisme. Et on se trouve en face de Mérimée et on se trouve en face de Victor Hugo, de deux grands restaurateurs, chacun à leur façon. D'abord le rôle de Mérimée, parce qu'après Victor Hugo va tout couvrir. Alors Mérimée, on pense que c'est un écrivain qui fait de l'administration, mais en réalité c'est un administrateur qui écrit. C'est l'inverse. C'est Mérimée, à l'origine, c'est un membre du Conseil d'État, donc c'est un collègue. Et il n'est pas tout seul, membre du Conseil d'État dans l'origine de la politique des monuments historiques, parce que Ludovic Vitet, qui est le vrai créateur du service des monuments historiques, mais qui n'est pas resté longtemps parce qu'il est parti au Sénat et qu'il a passé la main à Mérimée, qui est resté beaucoup plus longtemps. Ludovic Vitet aussi est un membre du Conseil d'État. Et ils font partie d'un groupe politique très important. Donc 80% des membres sont des membres du Conseil d'État, qui est le groupe des doctrinaires. Et les doctrinaires, c'est les gens de Guizot, voilà, qui avaient été appelés comme ça avant Louis-Philippe, par ironie sur leur position qu'on trouvait dogmatique, politique, ça. Et donc ils se sont appropriés ce terme, ils se sont eux-mêmes reconnus comme doctrinaires, on les accusait d'être des doctrinaires, mais oui, nous sommes des doctrinaires. Ce sont donc les centristes de l'époque, sont ceux qui vont porter le règne de Louis-Philippe et la pensée politique de Louis-Philippe, qui est la réconciliation de la France révolutionnaire et de la France anti-révolutionnaire. C'est le grand projet politique de Guizot sous Louis-Philippe. Et Guizot, qui est un professeur, un protestant professeur, va, avec Ludovic Vitet, construire l'idée que la réconciliation des deux France peut se faire autour de ces gloires que tous les Français peuvent reconnaître au-delà de leurs divergences politiques, qui sont plus que des divergences, hein, ce sont des ennemis presque irréductibles, que des milliers de morts séparent, c'est un gouffre. Hein. Donc il y a deux principes. D'abord, il faut remonter assez loin dans le temps, donc on va remonter au Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge c'est loin. On ne remonte pas au XVIIIe, tout de suite avant la Révolution, on ne remonte pas non plus au siècle des guerres de religion, on remonte au-delà, dans une période où on se dit qu'il y avait une unité de la nation. Donc on remonte à l'unité, et on remonte à la période la plus glorieuse, considérée comme le grand siècle français, sans guerre, le XIIIe siècle, qui est le siècle du gothique. D'où le fait qu'on va d'abord se réconcilier. En plus, le gothique, c'est l'art français. Le mot gothique veut dire, qui a été beaucoup employé sous les Lumières, et méprisant. C'est le terme employé par les gens du Sud, qui eux ont le style roman, donc romain, pour parler de l'art du Nord, qui est l'art des Goths. Mais en réalité, le gothique, c'est l'art français, car il naît en Île-de-France. Il naît en France. Ensuite, il va rayonner dans l'Europe. Donc, et ce sont des bons spécialistes, hein, les gens de Guizot, ce sont des professeurs, ils connaissent leur histoire. Et donc, voilà, la réconciliation entre des gloires de la France, suffisamment loin dans le temps pour effacer les différences, et sur lequel on se réconcilie sur l'idée que la France est un très grand pays, avec une très grande architecture, avec une unité religieuse de l'époque, et c'est la fille aînée de l'Église. Donc ça va être une politique centrée sur la restauration du patrimoine religieux gothique. Et ça, c'est un projet politique. Mais pour qu'il advienne, il a fallu un élément littéraire.
Voilà. Et là, je ne repasse pas. Et c'est le roman Victor Hugo. Oui. Alors, est-ce que ça a été sur le moment un succès considérable, certainement? Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 événements littéraires, je l'avais déjà dit ici, mais je le répète très rapidement, il y a eu 2 événements littéraires qui n'ont pas frappé les mêmes esprits. Le premier, dans l'histoire, c'est Chateaubriand avec le génie du christianisme, qui déjà, bien avant Guizot, il parle des cathédrales. Il parle des cathédrales, il parle de ces ruines, mais Chateaubriand a la poésie des ruines, donc il ne regrette pas la ruine, mais il y voit le romantisme de la religion, et il va avoir un succès fou chez les femmes qui sont quand même dans le public féminin qui s'évanouit de plaisir avec Chateaubriand, qui est là que cette figure excite, au sens réel du terme, et donc il va avoir un succès formidable qui remet à la mode le christianisme et ses monuments. Mais c'est encore une fois, la poésie des ruines. Ça n'est pas du tout un programme. La grande différence, alors, Notre-Dame de Paris, qui est publiée en 1831, d'abord, elle concerne le public populaire. C'est un immense succès populaire, immédiat, avec une histoire romanesque, facile, etc., dont il faut se souvenir que quand même, il a donné lieu à des adaptations dans tous les domaines, immédiatement. Tout de suite. Il a sollicité les dessins, la poésie, etc. Bon, ça a été immédiatement... C'est un imaginaire qui a absolument frappé tout le monde, de façon extraordinaire, avec ce côté épique, ces personnages, etc., qui paraissent réels d'ailleurs. Il y a des gens qui croient que Quasimodo existe. Bon. Et par ailleurs, le propos de Notre-Dame de Paris, c'est quand même de dénoncer la ruine. Et de dénoncer l'action des hommes qui détruit l'architecture, laquelle témoigne d'un temps où l'architecture, c'est la mère de l'écriture, on peut se dire. Victor Hugo, l'architecture, c'est la mère du livre. Il faudrait surtout que le fils ne tue pas la mère. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, ce faisant, en réalité, Victor Hugo refonde et recrée Notre-Dame de Paris, qui avait un peu disparu. Parce que Chateaubriand, il parle des églises en général. Il ne fait pas du tout un focus sur Notre-Dame. En revanche, Victor Hugo, lui, il incarne dans Notre-Dame tout le sujet de l'architecture religieuse et de la destruction de ce patrimoine et l'impératif de le restaurer. Et de le restaurer dans son esprit, sans le trahir. Et donc, là, c'est ce qui va... Donc, Viollet-le-Duc, je dis, c'est le père des architectes en chef, et Notre-Dame de Paris, c'est la source de la politique du monument historique. Et donc le père de la politique du monument historique, le vrai père, c'est Victor Hugo. Et il a été, alors par ailleurs, ensuite c'est devenu ses chevaux de bataille, mais il a, et puis ensuite, en plus, il redonne à la cathédrale, et c'est ça qui est assez extraordinaire Notre-Dame de Paris, il en fait un lieu qui foisonne, il y a la cellule de Frollo, il y a tout ce qui se passe avec les Quasimodo qui vit comme ça, qui est un espèce de fantôme qui hante un peu la cathédrale, et puis aussi toute la signification, parce que Notre-Dame a été aussi, pour les alchimistes dès le Moyen-Âge, pour les alchimistes et les kabbalistes, l'idée que derrière la lecture univoque de Notre-Dame comme très catholique, il y a aussi caché, un peu comme vous savez ce qu'on lit maintenant sur le loup, caché un message kabbalistique, voire anti-religieux, avec l'idée totalement, d'ailleurs, assez fantomatique, enfin assez imaginaire, qui pas du tout confirmée par les spécialistes, qu'il y a eu des messages glissés dans certains endroits, et qu'en réalité, il y a une autre lecture possible de Notre-Dame de Paris, qui n'est pas du tout une lecture catholique. Et d'une certaine façon, Victor Hugo, avec son personnage diabolique de Frollo, conforte cette vision-là de Notre-Dame et lui donne une dimension, un foisonnement romanesque qui, là, pour le coup, surpasse tout ce qui s'est fait jusque-là. J'ai oublié, moi, les circonstances. Il s'est expliqué quelque part, Victor Hugo, sur le fait que, comment il trouve ce sujet.